Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nmap en profondeur. Donc la vidéo que vous regardez ici, ce sera uniquement la première partie de ce fameux Nmap en profondeur. J'ai choisi de découper cette vidéo en deux parties, donc on va dire d'une grosse vidéo en deux autres vidéos un peu moins grandes, parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc là, la première vidéo que vous voyez, la première partie, donc cette vidéo actuelle, elle se focusera principalement sur les options. Donc on fera une petite introduction dans cette vidéo pour parler un petit peu de la documentation, sur quel target je vais faire mes différents tests. On refera un petit point aussi sur le cadre légal, parce que, bon, on verra plus tard, mais faut faire gaffe avec les scans de port, c'est pas non plus sans risque. On verra ensuite les options de base qu'on va utiliser, et peut-être des options un peu plus avancées. Et cependant, par contre, dans la deuxième vidéo, là on se concentrera plus sur les scripts NSE. Qu'est-ce que c'est? NSE qui veut dire Nmap Scripting Engine. C'est un moteur de scripting au niveau de Nmap qui va nous permettre de créer des scripts personnalisés qui vont être lancés avec Nmap, avec certaines options, qui vont nous permettre de récolter des informations supplémentaires par rapport à la cible. Donc ça, toute la partie scripting NSE et optimisation de Nmap, on le verra dans la prochaine partie de la vidéo. Donc ce sera la partie 2, je ne sais pas dans combien de temps elle sortira après cette vidéo, mais en tout cas, on le verra également. Et évidemment, dans la deuxième partie, on créera aussi notre propre script par rapport à une certaine version d'un site web pour détecter la version, donc on verra ça plus tard. Et on est parti. Alors, ici, vous voyez que je suis au niveau de l'environnement. Vous voyez là le petit hexagone, donc je suis sous WSL2, sous Windows. Donc WSL2, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de kernel Linux qui tourne directement sous Windows. Donc en fait, là, c'est comme si j'avais un Linux. Donc j'utilise le Windows Terminal. Voilà, donc c'est pas la version CMD ni PowerShell de base, c'est vraiment un truc supplémentaire. C'est une sorte de CMD mais sous stéroïde, vraiment cool. Et vous voyez du coup que j'utilise également Exegol. Exegol qui est un outil, donc de base c'est une image Docker, enfin il y a plusieurs images mais ça permet de travailler avec Docker, de faire de la containerisation pour déployer des environnements de manière assez rapide. C'est une sorte de Kali sous Docker mais beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus optimisé. Donc en vrai, je pourrais en faire une vidéo. Je suis passé il y a pas longtemps, bah, là il y a deux-trois jours. Je viens de passer sur WSL et Exegol parce que bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais ma VM a du mal en ce moment. Il y a beaucoup trop de trucs dessus, ça lag et tout, alors que là, aucun lag. C'est directement ultra rapide. Et puis voilà. Donc on va faire ça sur WSL2, mais ça fonctionnera aussi si vous avez Nmap sous n'importe quel système Linux, si vous avez une Debian, une Ubuntu, une Kali, peu importe si vous êtes en VM ou en WSL, normalement ça devrait fonctionner. Et là, si on lance, on peut voir que j'ai Nmap version 3.93, donc c'est pas la dernière, je crois que la dernière c'est 3.94 NVG, NSE, je sais plus trop comment ça s'appelle derrière, SVG, Bon bref, on s'en fout. Donc c'est presque la dernière version, mais normalement ça pose pas de problème, les options restent les mêmes. Donc, voilà, on considère que Nmap est déjà installé, c'est pas le cas. Normalement, vous avez juste besoin de faire un petit sudo apt install Nmap et je crois que ça s'installera directement. Alors, un apt update avant, évidemment, avant de faire un install, mais voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir parler des cibles. Donc ici, comme vous vous en doutez, pour faire un scan Nmap, il faut une cible pour détecter les ports ouverts dessus. Pour ce faire, je vais en utiliser deux. La première cible que je vais utiliser, c'est Hackthebox. Donc c'est une machine sur Hackthebox. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Hackthebox, c'est une plateforme qui nous permet de faire du hacking de manière légale. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des machines qui sont volontairement vulnérables. Par exemple, ici, je vais utiliser Lane. On se connecte avec un VPN directement sur la plateforme. Là, grâce à Exegol, je peux automatiser la connexion au VPN. Et là, on peut voir que du coup, cette machine-là, donc je peux l'attaquer comme je veux, elle est à ma disposition, je peux la casser, je peux la brute force, je peux faire des nmaps dessus à volonté, je peux faire ce que je veux, vu que c'est dans un environnement sécurisé et on a l'autorisation, c'est légal, c'est une plateforme qui est faite pour ça. Donc là, si on voit la 10.10.10.3, si je fais un ping dessus, normalement elle répond, donc je suis bien connecté au VPN, j'y ai bien accès. Ok. Mais là, c'est bien, mais c'est pas trop réaliste. C'est-à-dire que là, on est connecté via un VPN sur une plateforme spécifique. Et du coup, pour ce faire, je vais également utiliser un site qui s'appelle scanme.nmap.org. Donc on voit que c'est bien proposé par Nmap, ceux qui font l'outil qu'on va utiliser en ligne de commande. Et en fait, c'est un site spécial, donc comme son indique scanme,
qui est utilisé pour qu'on puisse faire nos tests de scan dessus. Alors attention cependant, là ils nous disent que bonjour chers amis, enfin chers gens, nous avons mis en place ce site web pour vous aider à faire vos tests de Nmap et, et que vous soyez sûr de votre installation, qu'elle fonctionne. Et là on nous dit vous êtes autorisé à scanner cette machine avec Nmap ou n'importe quel autre scanner de port. Donc là on a l'autorisation express. Ça renvoie un petit peu à ce que j'avais dit dans la vidéo de présentation de Nmap en bref. Attention au cadre légal, c'est extrêmement important de faire des scans uniquement, et je précise bien uniquement, si vous avez l'autorisation explicite. Quand je dis l'autorisation explicite, c'est l'autorisation écrite du propriétaire de la machine, du site ou de l'infrastructure en question, qui vous autorise explicitement que vous avez le droit de faire un scan sur la machine. Si vous n'avez pas l'autorisation, ça peut se retourner contre vous. Quand je dis retourner contre vous, il se peut que la personne, j'ai n'importe quoi, je prends un exemple. La personne vous dit, ouais, t'inquiète, elle vous le dit à l'oral, t'inquiète, tu peux scanner mon site, il n'y a pas de souci. Vous scannez le site, lui derrière, il se retourne contre vous parce que, je sais pas, il est pas content. Il va voir la gendarmerie, la police, ce que vous voulez. Il porte plainte contre vous parce que vous avez lancé un scan sur son infrastructure. Il dit que vous avez tenté de vous introduire dans son système. Ça peut aller très loin. S'il porte plainte et que la plainte va plus loin, va au tribunal et tout, vous pouvez être accusé de tentative d'intrusion dans un système, et ça peut être puni pénalement avec des amendes et même de la prison. Donc il faut faire attention. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous invite à aller consulter les articles liés à la loi Godefrein. Vraiment très intéressant, mais toujours faire attention lorsque vous faites un scan, c'est vraiment très important de rester dans la légalité. Ici, sur les plateformes comme Hack2Box, on a le droit. Ici, on est explicitement autorisé à le faire, donc vous êtes autorisé, c'est écrit noir sur blanc. Mais attention, cependant, ils nous disent attention quand même de ne pas trop surcharger le serveur. Quelques scans en une journée, ça va, mais ne scannez pas non plus 100 fois par jour sur ce site et ne faites pas non plus de brute force de mot de passe, de SSH, ce genre de choses. Donc on a le droit de scanner pour faire quelques tests, mais pas non plus surcharger le serveur. Ils sont bien gentils de mettre ça à disposition, c'est pas non plus pour qu'on le fasse du déni de service dessus. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser deux. On va lancer des scans pas très puissants là-dessus pour vous montrer un peu comment ça se passe, mais on va également faire sur une plateforme où on est un peu plus libre de nos faits et gestes pour pouvoir vraiment taper dessus et qu'on n'ait aucun souci. Donc, on va pouvoir commencer. Également, la documentation de Nmap. Il y a plusieurs moyens d'accéder à la documentation de Nmap. Soit directement en faisant un Nmap, voilà, si j'arrive à écrire, Nmap-H pour afficher l'aide. Là, on peut voir qu'il y a des exemples, il y a pas mal d'options d'output pour bypass la firewall, détection de l'OS, skip scan, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, avec une petite description, mais des fois, c'est pas très poussé. On peut également faire le man, donc man Nmap, qui va ouvrir le manuel directement de Nmap. Bon, bah là, apparemment, ici, ok, c'est pas installé sur Exegol. Si vous l'installez sur... On peut regarder comme ça, hein. Hop, si là, je fais un man Nmap, ici, comme c'est installé, voilà, on voit... on peut lire, donc il y a une petite description. Hop, on descend, là, il y a des exemples d'output. Option summary, voilà. Donc c'est un peu plus complet, ok. Et on a également la documentation officielle. Donc je vous invite à aller voir sur nmapbook, enfin, le site nmap.org. Et on peut voir qu'ici, si on va, hop, là par défaut, référence guide, on peut voir qu'alors là, c'est que le chapitre 15, ok. Mais il y a les bases, on va dire les grands thèmes qui sont abordés par rapport à Nmap, donc les différentes options pour spécifier la target, faire de la découverte d'host, les scans de port classiques, les scans de port un peu plus avancés, ainsi de suite. Et même si vous voulez aller vraiment beaucoup plus dans le détail, je vous invite à directement vous rendre ici. Et là, on peut voir que la documentation est assez gigantesque. Et là, ça part vraiment ultra précis. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si vous voulez voir à quoi correspond un scan TCP hack, vous allez dessus. Et là, il vous donne directement comment l'utiliser. Et il vous explique également comment les réponses sont interprétées par rapport à la sonde hack, enfin à la réponse. Donc si par exemple il reçoit un TCP reset, ça veut dire que c'est pas filtré. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est filtré, ainsi de suite. Et il vous explique également au niveau des ports, tout ça, c'est vraiment ultra précis. Si vous voulez rentrer vraiment en profondeur dans le fonctionnement de Nmap et des options, je vous invite à aller voir la documentation, elle est vraiment très complète. Alors, il y a une documentation française, mais elle n'est pas ultra précise et parfois il y a des choses qui manquent.
Donc je vous invite vraiment à directement aller voir la documentation anglaise. Si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, je vous invite à aller voir une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique pourquoi c'est ultra important d'apprendre l'anglais, surtout en informatique et en cybersécurité. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir commencer. Donc, les options de base de Nmap, il y a différentes options qui peuvent être utilisées. La première, c'est l'option... Alors, évidemment, je vais en passer, je ne vais pas toutes les faire, c'est pas possible. C'est une vidéo qui prendrait plusieurs heures, il faudrait que je la fasse sur plusieurs jours. Ce n'est clairement pas possible, donc là, je vais vous donner les options de base qui, pour ma part, sont le plus utiles et le plus cohérent avec les maps qu'on fait, les Nmap qu'on fait habituellement, les scans qu'on fait habituellement sur les différentes targets, que ce soit en pentest ou bien directement pour des CTF. Donc si vous avez, vous, des options que je n'ai pas citées et que vous utilisez régulièrement, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça peut être toujours cool de voir quelles options vous utilisez. Donc, on avait vu Nmap, il y a une option qui est utile, c'est l'option Nmap-s grand P. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire un ping scan. En fait, ça ne va pas directement détecter les ports qui sont ouverts, mais ça va juste vérifier que la machine répond au ping, donc au paquet ICMP. Si je fais nmap-sp, donc l'option scan ping, 10.10.10.3, donc 10.10.3 qui était ma machine hack the box, hein, on se souvient, lame. Si je fais ça là-dessus, Nmap va se lancer, et là on voit qu'il n'y a aucun scan de port qui est fait, mais ça nous dit bien, ok, il y a un scan qui est terminé, il a détecté une adresse IP, et l'autre est up. Donc c'est bon. En gros, c'est exactement la même chose que si je faisais un ping. Il faut voir que là, l'autre est up, sauf que là, c'est fait par Nmap. Ok. C'est pratique, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est sur un réseau, par exemple comme Nmap, comme Hack the Box, bon là, Hack the Box, ça va, c'est assez simple parce qu'il nous donne l'adresse IP. Mais si jamais on est sur un réseau où on ne connaît pas notre target, eh ben on va pouvoir faire un Nmap, mais au lieu de préciser l'adresse IP, directement, on va préciser l'adresse réseau et on va donner une range, par exemple /24. Donc là, ça va faire un balayage, ça va pinguer toutes les machines sur le 10.10.10.0/24. Donc ça va faire 10.10.10.10.1, enfin la point 1, la point 2, la point 3 jusqu'à la point 254. Et là, on peut voir que bon, alors, ça peut prendre un peu de temps, je ne sais pas trop. Et normalement, bah, ça va balayer, ça va nous ressortir les machines qui répondent au ping. Alors, attention par rapport à ça. Voilà, il y a quelques petites erreurs parce que je crois qu'il n'aime pas trop quand on ping directement tout sur un VPN. Bon, bref, on va CTRL-C, mais vous avez l'idée. Par rapport à ça, il se peut qu'il y ait des machines Windows qui ne répondent pas au ping, ou des machines qui ont un filtrage par rapport au paquet ICMP, donc par exemple un firewall qui bloquerait les requêtes ICMP, des paquets ICMP. Et dans ce cas-là, il y a une option qui est très utile parce qu'en fait, quand on va lancer l'option de base Nmap 10, 10, 10, 3, donc Nmap comme ça sur la target, ça veut dire que ça va scanner par défaut les 1000 ports les plus communs, les 1000 ports les plus connus sur la target. Attention, c'est pas les 1000 premiers ports, c'est les 1000 ports les plus communs, les plus connus. Quand on va lancer ça, par défaut, Nmap va d'abord essayer de détecter si la machine est up. C'est une optimisation, c'est-à-dire qu'en fait, avant de commencer à balancer tous les scans, il va d'abord faire, alors je ne sais pas exactement si il fait un "-sp", directement sur la target, mais en tout cas, il va vérifier que la target est bien up avant de directement faire un scan dessus. Le problème, c'est qu'avec les machines Windows, la plupart des machines Windows ont un firewall qui rejette tous les paquets ICMP. Dans ce cas-là, si on tente de lancer un Nmap comme ça, ou avec n'importe quelle option sur une machine Windows, il se peut que ça crache instantanément et qu'il nous dise que l'autre n'est pas up. Pourtant, on est sûr et certain que l'autre est up. Dans ce cas-là, on va utiliser l'option grand P petit n, qui va dire à Nmap, ok, je sais que cette hôte-là est up, du coup, tu ne fais pas de ping sur la machine, tu ne check pas qu'il est bien up, je suis sûr qu'il est up, donc tu considères que cette machine est présente, et du coup, tu lances directement le scan dessus. Là, normalement, quand on lance ça, on ne verra pas d'erreur, on ne verra pas d'autre chose que si on ne mettait pas, mais pour une machine Windows, potentiellement, ça pourrait faire en sorte d'éviter un message d'erreur comme quoi l'autre n'existe pas. Donc, on va arrêter parce que c'est pas intéressant, mais vous voyez ce type d'option. Autre option qui est intéressante quand on veut scanner plusieurs hosts à la fois, c'est de les spécifier dans un fichier. On peut voir ici, j'ai écrit un fichier texte qui s'appelle targets.txt qui contient 2 lignes. La première ligne, c'est le scanme.nmap.org,
qui est l'adresse, enfin le nom de domaine que je veux scanner, et deuxième qui est l'adresse IP de la machine. Donc Nmap peut prendre à la fois des noms de domaine et des adresses IP, ça lui pose aucun problème. Et ici on peut voir que du coup dans le fichier, j'ai deux noms, donc un nom de domaine, une IP, sur deux lignes différentes. Et du coup, pour scanner ces deux-là, j'ai juste à faire un nmap, petit i grand L, et spécifier la cible. Donc là, en l'occurrence, la cible, c'est un fichier texte qui contient nos deux targets. Je peux également afficher, enfin utiliser d'autres options là-dessus. Donc là, ça veut dire à nmap, ok, tu me fais un scan là-dessus, et ensuite un scan là-dessus. Maintenant, je pourrais ajouter également l'option "-sp", c'est-à-dire que là, en fait, je veux pas que tu me fasses un scan là-dessus et un scan là-dessus, je veux que tu fasses un ping là-dessus, que tu me dises si elle est up, et la même pour celle-là. Si je lance ceci, hop, là, on nous dit, donc, machin bidule, host is up, ok, donc scanme nmap.org, d'ailleurs, on peut voir qu'il a fait la résolution DNS, donc ça, en fait, c'est l'adresse IP 45.33.32.156. On nous dit que l'autre est up, donc on est bon. Et on nous dit également que la deuxième, nmap, donc le 10.10.10.3 est up. Et là, en résultat, il nous dit, ok, il y a deux adresses IP qui ont été testées, les deux sont up, on est bon. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des targets comme ça avec d'autres options qu'on verra par la suite. Ça, c'était une autre possibilité de spécifier certaines targets. Donc, par défaut, si vous avez vu la vidéo nmap en bref, je parle de l'option "-ss", donc nmap petit s grand S, qui en fait va nous permettre de faire un scan qu'on appelle TCP/SYN. Qu'est-ce que le scan TCP/SYN, pardon? C'est le scan par défaut lorsqu'on a les droits root. Ici, on peut voir que j'ai le hashtag, enfin le dièse, qui veut dire que je suis root. Si je fais un ID, on peut voir que je suis bien root. Donc si je me lance nmap comme ça par défaut, sans spécifier aucun type de scan, donc avec le 10.10.10.3, là, ça va par défaut utiliser le petit s grand S parce que j'ai les droits route. Ok. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, l'option petit s grand S, ça va faire, comme j'ai dit juste avant, un scan à TCP/SYN. Et le scan TCP/SYN, sa particularité, c'est qu'on va faire on va pas faire un three-way handshake total. Qu'est-ce que le three-way handshake? Si on cherche sur Internet, en fait, le protocole TCP, pour se connecter d'un client à un serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des paquets. Donc, on appelle three-way handshake parce que comment s'appelle, trois allers-retours, enfin, trois messages envoyés, le SYN ACK et le ACK. Ok. Le SYN, ça veut dire quand le client désire établir une connexion avec le serveur. Donc le client envoie au début le SYN. Le serveur, il va répondre avec le client, enfin au client avec un SYN ACK. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, la dernière, le client envoie un ACK, donc un accusé de réception, au serveur. Les deux sont synchronisés, donc maintenant ils peuvent communiquer ensemble. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'un three-way handshake. Sauf que maintenant, Nmap, avec le petit s grand S, ou par défaut si on est root, il va pas faire ça, il va pas faire le three-way handshake total. Il va uniquement faire le SYN, et le serveur va lui répondre avec le SYN ACK. Il ne va jamais faire le dernier accusé de réception. Pourquoi? Parce que à la fois gain de temps, ça évite d'élaborer, enfin d'établir une connexion complète, donc un gros gain de temps. Et je crois que dans certains cas, ça peut bypass certaines sécurités, mais ça, à prendre un peu avec des pincettes, je suis vraiment pas sûr de cette info. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide et c'est le scan par défaut. Ok. Donc, en fait, quand on regardera ici aussi à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, c'est important, on fera une analyse d'un exemple de scan avec Wireshark pour bien voir tous les paquets qui sont envoyés. Et vous allez voir que vraiment à la fin, en ayant vu toutes les options et en regardant le Wireshark, vous allez comprendre quels paquets sont envoyés et ça va devenir beaucoup plus logique et beaucoup plus cohérent pour vous. Donc ici, on envoie le S, donc Nmap comme ça, ou avec le petit s grand S, ça revient à la même. Donc là, on fait un scan dessus, et par défaut, ça va scanner les 1000 ports les plus communs. Donc on va lancer, on va attendre que ça se termine quand même pour vous montrer à quoi ressemble un scan complet de Nmap. En attendant, donc ça c'était le scan petit s grand S. Il y a également le scan petit s grand T, qui est le scan TCP Connect. Alors, évidemment, je ne vous ai pas montré, mais si vous voulez beaucoup plus d'informations par rapport à ça, vous pourrez aller voir sur, par exemple, scan basique. Alors, c'est pas ici, port scan technique. Voilà, ici, vous avez des options, enfin, les options qui sont présentées. Donc là, le petit S, grand S, TCP SYN scan. Et là, ça explique également ce que je viens de vous dire. En fait, ça envoie un paquet SYN.
Ensuite, ça renvoie un signe hack. Et ensuite, il se passe rien. Ça envoie directement un reset. Euh, il vous explique en quoi ça correspond. Là, ils expliquent également, il y a même un PDF. Voilà, donc c'était une recherche, un papier de recherche qui montre le fonctionnement, j'imagine, TCP Handshake. Voilà, donc c'est des trucs qui sont vraiment très poussés. Si vous voulez aller en profondeur dans le réseau, je vous invite à aller faire un tour. C'est vraiment très intéressant. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Donc là, Nmap, le scan met 15 ans. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais prendre de l'avance et je vais directement vous donner une méthode, enfin pas une méthode, mais plutôt une option qui va vous changer la vie. Mais quand je dis changer la vie, c'est un truc de malade. C'est l'option "-min-rate". Alors, j'avais prévu normalement de le mettre à la fin, mais je vois que ça prend pas mal de temps. Donc, l'option "-min-rate", qu'est-ce que c'est? En fait, ça va spécifier un nombre de paquets minimum à envoyer. C'est-à-dire que là, si je mets 5000, ça veut dire que le scan Nmap, donc avec le TCP SYNSCAN, va envoyer au minimum 5000 paquets par seconde. Par défaut, je ne sais pas combien il est, mais il est vraiment très bas. Et vous allez voir que là, ça faisait combien de temps? Ça faisait déjà 1 minute que j'avais lancé le scan. Là, il me disait encore 4 minutes 30 à attendre. Là, je vais le lancer avec le MinRate 5000 et on va voir que ce sera beaucoup plus rapide en tout cas que si j'avais laissé sans aucune option. Donc ça, -minrate 5000, moi personnellement je l'utilise dans toutes mes commandes Nmap. Alors, faut peut-être éviter de faire ça quand on est en prod sur un vrai pentest, parce qu'envoyer beaucoup trop de requêtes, ça risque de surcharger le serveur et de le faire crash. Mais dans les CTF, en tout cas, on peut l'utiliser, ça ne pose aucun problème. Voilà, et là on peut voir que en 20 secondes, le scan a été fait, contrairement à quelque chose qui aurait duré quelque chose comme presque 6 minutes. Donc on peut voir que c'est un game changer incroyable. Donc utilisez absolument le MinRate 5000 sur des CTF, pas sur la prod, on ne sait jamais. C'est mieux d'utiliser un scan classique. Si on voit que le scan va prendre 15 heures, alors effectivement on peut un petit peu augmenter le MinRate de base, mais ne pas mettre 5000 dès le début parce qu'on ne sait jamais comment un serveur peut réagir. Toujours faire attention de ne pas crash la prod. Donc là on peut voir qu'en 20 secondes on a réussi à faire un scan classique. On peut voir que là il n'y a que 1000 ports qui ont été testés. Donc 4 qui ont été ouverts et 996 qui ont été filtrés, c'est les 1000 ports les plus communs parce qu'on a vu qu'on n'a pas précisé de ports à scanner. Donc c'est les 1000 plus communs. Si on veut préciser les ports, cette fois-ci, alors par rapport aux options, on peut mettre soit derrière, soit devant, ça n'a pas d'importance par rapport à l'ordre des options, l'ordre des flags. Donc on va le rajouter à chaque fois à la fin. Pour préciser un port, on va utiliser l'option "-p". L'option "-p", ça va nous permettre de spécifier un port. Si par exemple là je fais "-p21", ça veut dire que sur l'adresse IP 10.10.10.3, je veux que tu envoies minimum 5000 paquets par seconde, je veux que tu fasses un scan TCP SYN et je veux que tu scannes uniquement le port 21. On pourrait rajouter l'option par exemple "-pn" pour dire je veux que tu scannes l'IP machin avec un scan TCP SYN, que tu envoies minimum 5000 paquets par seconde, que tu scannes uniquement le port 21 et que je ne veux pas que tu checks si la machine est up parce que je sais qu'elle l'est. Donc on va balancer ça et normalement hop, c'est instantané, en 1 seconde on a déjà l'option, enfin on a déjà la réponse comme quoi le port 21 est ouvert. Ok. Si on veut maintenant spécifier plusieurs ports, au lieu de "-p21", on peut faire "-p21, 22, 80, 443, et là qu'est-ce que ça va faire? Ça va scanner d'abord le port 21, ensuite le port 22, le port 80 et le port 453. Donc là, ça va scanner 4 ports. On peut lancer directement, normalement ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et une fois que le scan est terminé, normalement on devrait avoir des réponses comme quoi il y en a 2 qui sont up et 2 qui sont down. Pourquoi je sais ça? Parce qu'en fait avant on avait quand même fait un scan et il y en avait 2 qui étaient up, et là le 80-443 il ne l'a pas trouvé comme étant up, du coup ça veut dire que potentiellement il est down ou même filtré. Voilà, donc là on peut voir que donc ça a pris un peu plus de secondes, ça a pris 21 secondes. Le port 21-22 sont ouverts, le port 80-453 sont filtrés. Ok, donc là on a bien le scan qui ont été faits. Donc là maintenant on peut également spécifier une range, c'est-à-dire je veux que tu me scannes depuis le port 21 jusqu'au port par exemple 80. Et dans ce cas-là, ça va scanner le port 21, le port 22, le port 23, ainsi de suite, 79 jusqu'à 80. Donc on peut spécifier une range avec le tiret comme ça. Alors je vais me remettre au début, ce sera beaucoup plus simple. Donc je relance le scan, ça risque de prendre un peu plus de temps parce que là il y a un peu plus de ports à checker.
mais on peut spécifier ça comme ça. Pareil également, je vous avais donné l'option au début, enfin, avec le "-sp" pour faire des scans, directement sur une adresse IP avec plutôt une adresse réseau en .0/24, mais on pourrait lancer également le même type de scan, au lieu d'utiliser un scan SS, enfin SP, on fait le petit S grand S, sur un /24 et ça aurait scanné toute la range IP. On peut voir que ici, ça a bien scanné du port 21 au port 80, et il y en a 2 qui ont été trouvés, le reste ont été filtrés. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer à d'autres scans. Alors là, on a vu le scan -petit s grand S, c'est le scan par défaut lorsqu'on est root. Si jamais on n'était pas root, on était simple utilisateur qui n'avait pas les permissions de lancer Nmap avec les droits sudo, l'option par défaut, ça aurait été l'option "-st pour TCP Connect. Si on va voir directement dans la documentation Nmap, on peut voir que ici, TCP Connect Scan, c'est le scan par défaut TCP quand l'option, quand le scan SYN n'est pas une option. Elle nous explique en fait, ça envoie un paquet connect, et on pourrait regarder par rapport également à sur Wireshark pour voir les paquets qui sont envoyés. Bon, je vais pas vous mentir que le TCP Connect il est vraiment pas très fiable, donc on va pas l'utiliser. On va principalement utiliser le -petit s grand S. De toute façon, principalement, Nmap sera toujours lancé en tant que root. C'est vraiment le principal, parce qu'en fait, pourquoi il lance le connect scan quand il n'a pas les droits root? Parce que par défaut, en fait, le -petit s grand S, comme on ne fait pas un full three-way handshake, on va devoir crafter des paquets. Ça veut dire que les paquets envoyés, ce ne sont pas des paquets officiels. On va un peu modifier leur contenu, les flags qui sont dedans, pour n'envoyer que certains types de paquets. Et du coup, pour modifier ces paquets-là, c'est du bas level, c'est au niveau des sockets. Pour faire ça, on va devoir avoir les droits root. Et du coup, avec le TCP Connect Scan, on n'a pas les droits root, donc on va envoyer des paquets un peu plus classiques, mais ils sont plus lents et ils sont pas très fiables. C'est pour ça qu'on va vraiment principalement utiliser toujours Nmap en tant que root. Alors soit en faisant un sudo, soit en étant directement root par défaut, mais voilà. Ici, du coup, on a vu qu'à chaque fois, lorsqu'on faisait des scans par rapport à du TCP. Maintenant, il se peut également qu'on veuille faire des scans UDP. Dans ce cas-là, on va spécifier le -petit s grand U. Là, on va spécifier qu'on veut faire un scan UDP. Donc ça fonctionne toujours de la même manière, sauf que UDP, si vous connaissez la différence entre TCP et UDP, vous savez que TCP c'est mode connecté, UDP c'est mode non connecté, et du coup on n'a pas de... alors je sais plus c'est quoi le nom complet, c'est pas du checksum, c'est... En tout cas en UDP il n'y a pas la vérification que le paquet est bien arrivé à destination, et du coup ça prend beaucoup plus de temps. Si on veut scanner une target Nmap-petit s grand U comme ça va également spécifier les 10 ports les plus connus, les 1000 ports les plus connus, pas les 10, n'importe quoi, les 1000 ports les plus connus, comme avec du TCP, sauf que si je le lance et qu'on attend un petit peu, on va pouvoir voir que, déjà on avait vu qu'auparavant ça mettait pas mal de temps et qu'au bout d'une minute il nous disait il y a encore 4 minutes restantes, on va voir que pour UDP pardon, c'est pas la même, et ça prend vraiment beaucoup plus de temps. Donc là j'attends un petit peu, j'affiche le contenu de combien de temps il me reste, alors si ça veut bien, voilà. Et là, au bout de 20 secondes, ils me disent, OK, il reste 34 minutes. Bon, on va pas attendre 34 minutes, c'est beaucoup trop lent. Du coup, il y a une option de nouveau qui rentre en jeu, qui est vraiment utile, qui s'appelle top port. Donc, top port, ça s'écrit comme ça, top au singulier, port avec un S, et derrière, on met un nombre. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, par défaut, quand on utilise juste l'option Nmap avec l'adresse IP, je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, ça utilise les options, ça utilise par défaut, ça va scanner par défaut les 1000 ports les plus communs définis par Nmap. Top port 1000, du coup ça revient au même. Alors attendez, on va juste enlever l'option "-su", voilà. On va remettre le minrate, hop, minrate 5000, voilà. Là l'option top port 1000, ça veut dire en gros, scanne-moi les 1000 ports les plus communs par rapport à cette adresse IP là. Alors les 1000 ports les plus communs, effectivement, ils ont été définis par Nmap. Peut-être qu'un autre outil, pour lui, les 1000 ports les plus communs d'autres outils, ce ne seront pas les mêmes, tout à fait les mêmes que Nmap. Mais en tout cas, en fait, cette commande-là, si on l'utilise comme ça, elle ne sert à rien, parce qu'en fait, par défaut, si on l'enlève, ça fait déjà les 1000 ports les plus communs. Donc celle-là, elle ne sert à rien. Par contre, on peut la modifier pour mettre, par exemple, top port 100. Si jamais on veut scanner que les 100 ports les plus connus
enfin, les plus communs par rapport à cette adresse IP là. Donc on va lancer, normalement ça sera assez rapide. Donc là, l'option "top port", c'est assez pratique. Alors pour du TCP, c'est vraiment pas ultra pertinent. Mais pour de l'UDP, c'est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, par défaut, si on lance que ça comme ça, cette commande-là par exemple, on va scanner les ports UDP, mais les 1000 ports les plus communs. 1000 ports, on avait vu que ça prendrait 34 minutes, c'est beaucoup trop long. Alors qu'on sait que très souvent, voilà, top 100, donc là on peut voir qu'il y en a 4 ouverts et il y en a 96 autres qui sont filtrés. Donc si on refait, mais cette fois-ci avec un tiret, alors je pourrais le mettre à la fin hein, également, tiret petit s grand U pour faire un scan UDP, on va faire le top 100 des ports UDP qui peuvent être ouverts, et normalement ça devrait prendre beaucoup moins de temps que les 34 minutes par défaut, parce que bah, on divise par 10 normalement. Donc on va attendre un petit peu que le scan se lance, on va afficher ensuite combien de temps il reste, hop. Et là on peut voir que c'est déjà 99% prêt. UDP scan timing, là il est 34 minutes, voilà, on peut voir. Après j'ai un peu triché. J'ai un peu triché parce que j'ai rajouté le min rate alors que là je l'avais pas mis. Mais on peut voir qu'un scan UDP qui est censé être ultra long, ici, j'ai fait un scan des 100 ports les plus utilisés en UDP. Et on peut voir qu'en 20 secondes, donc c'est presque aussi rapide que du TCP, en 20 secondes, j'ai eu les deux résultats. Donc là, on peut voir que bon, il n'y a rien d'ouvert, en tout cas dans les top 100, parce que là, on peut voir qu'il a trouvé des choses, mais l'état est considéré comme fermé, donc il n'a rien trouvé. Mais on peut voir que, à la fois avec le top port 100 et à la fois avec le minerai de 5000, ça nous a vraiment aidé à aller beaucoup plus vite et à se focus uniquement sur les choses les plus importantes. Quelque chose qui peut être important aussi, c'est l'option "-n". L'option "-n" qui permet de désactiver la résolution DNS. Quand on fait un Nmap, par exemple c'était scanme.nmap.org. Si on fait comme ça dessus, Nmap, il va d'abord justement tenter de se connecter à la target, et ensuite faire de la résolution DNS pour récupérer l'adresse IP, et il va faire des scans sur le nom de domaine là. Pareil, quand on lance une adresse IP là j'ai précisé aucun nom de domaine, mais peut-être que Nmap, lui, de son côté, va essayer de traduire ça en DNS, en nom de domaine. Et dans ce cas-là, l'option "-n", petit n, lui dit ok, tu désactives la résolution du DNS, tu vas n'utiliser que les adresses IP. Alors quand on lui donne effectivement un nom de domaine au début, il est obligé de le traduire euh, en adresse IP, donc du nom de domaine en adresse IP, mais ensuite il n'utiliser que les adresses IP par rapport à ça. Donc bon, c'est toujours utile de faire ça, mais en vrai, c'est pas ultra pertinent dans les scans classiques. Aussi, petite précision, je vous avais montré au début, si on revient un peu en haut, avec les différents types de ports qu'on pouvait scanner, donc l'option "-p", alors quand on met rien, du coup ça scanne les 1000 ports les plus communs par défaut. On peut préciser un port en particulier, on peut préciser une liste de ports, on peut préciser une range de ports, mais si jamais on veut scanner tous les ports par défaut, ça je ne vous l'ai pas dit, là on peut voir que ici, le scan, ça a bien fait par rapport à l'adresse IP là, et ensuite, voilà, on nous sort les résultats et on est bon. Ok. Si je ne vous l'ai pas dit, mais on peut préciser avec l'option "-p, je vais revenir au début, l'option "-p, même enlever le top port, ça ne nous intéresse plus maintenant. "-p, on pourrait faire, ok, je veux scanner tous les ports, donc du premier jusqu'au 65535. Mais ça, c'est chiant à écrire à chaque fois, et ouais, au niveau de la vue, c'est pas terrible. Du coup, il y a une option qui est un alias de ça. En fait, au lieu de faire "-p du 1 jusqu'au 65535, on a juste à faire "-p", et là, ça veut dire en gros, scanne-moi tous les ports. Donc là, si on lance ça par rapport à Nmap, alors ça risque de prendre un petit peu de temps, mais ça veut dire Nmap. Donc là, je suis root, donc il va faire un scan Nmap avec l'option "-petit s grand S, donc TCP SYN scan. Sur l'adresse IP 10.10.10.3, il va scanner tous les ports, donc du premier au 65535, à une vitesse de minimum 5000 paquets par seconde. Ok. Maintenant, bon, on peut attendre que ça se termine, mais ça prendra quelques secondes, je pense. Autre option qui peut être assez rapide, au lieu d'utiliser le top port 100 qu'on avait vu avant, ou alors top port un autre nombre. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça risque de prendre trop de temps. Ok, non, ça va pas prendre trop de temps, parfait.
Donc on peut voir qu'en 45 secondes, Nmap a scanné l'entièreté des 65 536 ports de la machine. On peut voir que en TCP, il y a le port 21 qui est ouvert, le port 22, le 139, le 445 et le 3632. On peut voir le nom du service derrière, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça, et on verra plus tard comment on va pouvoir faire pour avoir plus de versions sur les services qui tournent. Mais en tout cas, ici on a pu voir qu'on a scanné tous les ports. Ici, donc on avait vu l'option top port. Top port. Alors on avait vu que 1000 ça servait à rien parce que c'était par défaut. On pouvait utiliser le top 100, mais en fait il y a encore un autre alias par rapport au top port 100 qui est le -F. -F ça veut dire scan-moi, donc ça veut dire fast en gros un fast scan. Scanne-moi les 100 ports les plus communs. Donc en fait, l'option -F, c'est exactement la même chose si on mettait top port 200. Ouais, voilà, 200, ok. Donc en fait, on peut le tester, -F, et on verra ce que ça va nous ressortir. Normalement, ce sera assez rapide. Là, on peut voir qu'en fait, il y a plein d'alias, plein de petites optimisations à faire pour éviter d'écrire des longues lignes de commande. On a juste utilisé dans le -F au lieu d'utiliser le top port 100. Donc voilà, c'est encore une autre petite option qui peut être sympa à utiliser pour un peu plus mettre des arguments par rapport à une map. Là, on peut voir qu'effectivement, il y en a 4 ouverts et 96 filtrés, donc il a fait que le top 100 des ports les plus communs. Il y a une autre option qui peut être vraiment très intéressante aussi, c'est l'option -O. L'option -O, ça va demander à Nmap de détecter la version de l'OS qui tourne. Donc, alors l'option est un peu complexe à expliquer. On va juste le balancer comme ça et on va voir le résultat. En attendant, on peut voir sur la documentation officielle du Nmap par rapport à l'OS détection. Si on va sur OS détection, il va nous expliquer qu'en fait, il y a différentes techniques qui vont être utilisées pour détecter quel type d'OS est en train de tourner sur la machine. Alors, par défaut, je sais qu'il y a des méthodes qui sont plus ou moins précises. Il y en a une qui se base sur le TTL, donc le time to live des paquets, pour identifier en gros l'OS. C'est-à-dire que si jamais on a un time to live de 64, potentiellement c'est une machine Linux. Si on a un time to live de 255, enfin de 256, c'est du Windows. Sinon, c'est une autre distribution Linux, ce genre de choses. Alors, c'est vraiment pas très précis. Et Nmap va coupler à ça d'autres techniques où ils vont directement regarder vraiment les fingerprints de tous les paquets pour déterminer l'OS qui tourne derrière. Si on retourne ici, l'option -O, il rajoute un peu de temps au scan. Si on regarde combien de temps il reste, effectivement ça prend un peu de temps. Ça ne veut même pas m'afficher la chose. Bon bref, en gros, c'est un moyen d'afficher, de détecter. Alors c'est vraiment pas très précis. On peut voir que, enfin on verra à la fin, une fois qu'on aura scanné tout ça, que Nmap va nous donner de potentiels OS, mais il n'est sûr de rien. Donc, par exemple, il va nous donner la version du kernel, et on aura le choix entre 3 versions différentes. Donc c'est jamais sûr par rapport à ça. Et en vrai, c'est pas très utile de l'utiliser. Il y a aussi une autre option. Alors, si ça veut bien se terminer, voilà, ok. Donc là, on peut voir que donc warning, OS scan result may be unreliable. Ouais, donc ça peut être pas forcément très fiable. Donc on peut dire que device type, donc c'est remote management, ok. Donc là, il a détecté que potentiellement c'était du Linux 2.4.x ou 2.6.x à 92%. Ça aurait pu être également du Dell à 92%, du D-Link à 92%, voilà. Donc c'est un peu random. On sait principalement, c'est que quand même c'est du Linux. Ça a l'air d'être du Linux en tout cas, il n'a pas détecté de Windows. Donc on ne sait pas exactement la version de Linux que c'est, mais on sait juste que c'est du Linux et pas du Windows. Ça nous donne déjà quand même un petit indice. Ok, donc l'option -O, on l'a vu. Il y a aussi une autre option qui est le -r. En fait, par défaut, Nmap est assez optimisé, et quand on utilise l'option -P ou plusieurs ports, Nmap ne va pas faire dans l'ordre. C'est-à-dire que si on fait -P de 1 à 50, Nmap va pas faire le scan du port 1, ensuite du port 2, du port 3, du port 4 jusqu'au port 50. Il va faire un petit peu aléatoirement, et l'option -r va spécifier à Nmap, ok, je veux que d'abord tu me fasses le Nmap-P1
Donc d'abord le premier port, ensuite tu regardes le port 2, le port 3, le port 4. Voilà. Donc tiret petit r, ça permet de spécifier à Nmap de ne pas randomiser les ports et de les scanner dans l'ordre. Bon, je vous avoue que j'ai jamais utilisé, c'est pas vraiment très utile, mais peut-être que dans certains cas, vous voudrez absolument scanner du port, enfin dans l'ordre. Je vois pas trop l'intérêt de la chose, mais sait-on jamais, ça peut servir dans des cas précis. Il y a option très pratique que j'utilise très souvent, c'est l'option "s grand V". Ça va nous permettre en fait de détecter les versions des services qui tombent dessus. On avait vu que si on relance par exemple ceci, top. Alors on va mettre même l'option "F", puisqu'on l'a vu maintenant que c'est le top port 100, pardon. Donc on va lancer ça sur la target. On peut voir que normalement ce sera assez rapide parce que ça va faire que le top 100. Je crois que, alors je sais pas combien, il y en a 4 qui vont être ressortis. Et on va voir que comme on utilise l'option "s grand S, donc TCP SyncScan par défaut, ça va nous sortir uniquement le type de service qui tourne sans avoir beaucoup plus d'informations. On a le port, l'état et le service. Maintenant, on se dit, ok, bon, je sais que le port TCP 21 est ouvert, donc c'est du FTP, mais j'aimerais connaître la version de ce FTP si c'est possible. Alors, il y a différentes façons de le faire. Si on peut le faire manuellement avec un telnet ou un netcat, donc telnet 10.10.10.3 sur le port 21. Là, on se connecte, on voit que c'est bien du VSFTPD 2.3.4, mais on n'a pas forcément, alors, 8, on n'a pas forcément envie de le faire manuellement tout le temps, c'est chiant. On veut juste lancer un scan Nmap et qu'il nous ressorte la version de service. Donc pour ce faire, justement, on va utiliser l'option "s grand V, qui va nous dire, ok, je veux que tu scannes également la version. Je veux que tu me retournes les versions des bannières que tu trouves. Donc on va lancer, normalement ça prend un peu plus de temps que 21 secondes. On va voir combien de temps ça va prendre. Mais en gros, ça active au niveau de Nmap la détection sur les ports scannés. Si on va voir, alors attendez, hop, que je ne me perds pas dans les fenêtres, si on va voir la documentation, je pense qu'on devrait trouver par rapport au scanning technique. Si on va voir là-dedans, alors c'était pas là-dedans, tac tac tac, SI, SO, non, c'est pas ici. Il doit être dans port spécification de scan order, peut-être. Ah non, c'était en dessous. Hop, version détection. On peut voir que le "-SV, ça active la détection des versions. Et ils nous disent, comme discuté au-dessus, on peut alternativement utiliser l'option "-A". Alors, on va voir juste après, une fois qu'on aura les résultats, à quoi correspond le "-A". Mais là, voilà, il y a une détection. Voilà, ils expliquent. Par exemple, si le port 2581 sont ouverts, alors Nmap va utiliser sa base de données qui contient approximativement 2200 services connus. Et ensuite, il va lancer une batterie de tests dessus pour essayer de vérifier, de détecter la version qui tombe dessus. Si on regarde la solution, donc on peut voir que ça a pris 10 secondes de plus que si on ne scannait pas la version, donc c'est vraiment assez rapide. Et là, on peut voir qu'on a une nouvelle colonne qui s'est rajoutée qui s'appelle version. Donc là, on peut voir que pour le port 21, en TCP, le service FTP, en fait, la version c'est VSFTPD 2.3.4. Et ça, on l'avait bien vu juste avant, en se connectant directement avec Telnet, en le faisant manuellement, mais là, Nmap nous a tout automatisé. Pareil pour SSH, on peut voir que le serveur, c'est un OpenSSH 4.7 P1 Debian Ubuntu. Donc là, rien que ça, nous donne déjà un gros indice sur le type de machine qui tourne derrière. Donc on sait que c'est soit de la Debian, soit du Ubuntu, mais en tout cas, on sait que c'est du Linux. Et on peut voir également que là, on a une version Samba, donc SMBD 3.x, ou enfin de 3.x jusqu'à 4.x, et on peut même récupérer le workbook. Ok. Donc là, on a déjà beaucoup plus d'informations. Mais si on aimerait avoir encore plus d'informations, il y a une autre option qui est vraiment très intéressante qui s'appelle "-s grand C". Qu'est-ce que c'est que cette option? Ça va nous permettre de lancer des scripts. Et c'est là qu'on va commencer à parler un petit peu des scripts NSE, des scripts Nmap. En fait, le "-s grand C, ça va nous dire, ok, tu vas lancer une batterie de scripts les plus connus associés aux ports qui sont ouverts sur la machine. C'est-à-dire que potentiellement, les scripts, donc, on va voir plus tard, mais il y en a plusieurs centaines, déjà proposés par rapport à Nmap. Nous, on va pouvoir en créer et en ajouter d'autres, mais par défaut, il y a plusieurs centaines de scripts qui sont fournis avec Nmap. Et si on lance l'option "-s grand C, ça va dire en plus à Nmap, ok, en plus, alors tu vas me faire un scan Nmap classique.
Donc, quand je dis classique, c'est par défaut petit s grand S, donc TCP SYN scan. Donc tu vas pas me faire le full way handshake, tu vas me faire que la moitié. Sur l'adresse IP 10.10.13, 10.10.10.3, pardon, tu vas m'envoyer minimum 5000 paquets par seconde, tu vas me scanner uniquement le top 100 des ports les plus communs, tu vas m'afficher la version des services qui tombent dessus, et tu vas lancer les scripts les plus communs par rapport aux services qui tombent. Donc on va lancer cette commande-là. Normalement, et encore une fois, ça risque de prendre légèrement plus de temps parce que on rajoute des options. Et en fait, ça va nous permettre de lister d'autres choses. Donc ici, on n'aura peut-être pas énormément de résultats parce que sur le port 21, 22 et sur le Samba de cette machine, il n'y a rien de vraiment très intéressant. Mais par exemple, l'option "-s", enfin petit s grand C sur le port 21, si jamais il y a du Anonymous Login qui est activé sur le FTP, Anonymous Login, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration qui permet à n'importe qui de se connecter de manière anonyme sur un FTP, donc avec le username Anonymous, sans spécifier de mot de passe. Et en fait, il y a un script qui est fourni avec Nmap qui va nous permettre, quand on spécifie le petit s grand C, de checker différentes choses et le Anonymous Login Access est spécifié, enfin, est inclus directement dans la commande. Donc ça va checker si le service FTP est accessible en Anonymous, en anonyme. Là, il y a une batterie de tests de scripts qui sont lancés. Ça risque de prendre un peu de temps, mais en attendant, ok, voilà, c'est terminé. Donc là, on peut voir qu'on a différentes choses qui sont activées. Alors, je me suis trompé, effectivement, était activé, ça montre bien. On peut voir que là, du coup, avec l'option -sf-sc, donc -sf, ça nous a bien sorti la version, et -sc, c'est ce qui est en dessous. On peut voir que, contrairement à là, ici, à chaque fois, on n'avait qu'une seule ligne. Ici, on a des résultats des scripts qui ont été lancés. Par exemple, là, le nom du script, ça s'appelle ftp-anon. Donc, c'est un script qui permet de vérifier que l'accès anonyme est autorisé ou pas. Et ici, on peut voir que le résultat de ce script a été Anonymous FTP Login Allowed. Okay, donc, on sait que la connexion anonyme au FTP est activée. Okay. Là, c'est un autre script qui s'appelle FTP Syst, qui va nous ressortir des statistiques par rapport au serveur. Ok, bon là pas très intéressant, mais ça peut toujours être utile. Là, il y a un script qui s'appelle SSH Host Key qui a été lancé par rapport au service SSH parce qu'il a vu qu'il était ouvert, qui va nous fournir alors je sais pas, c'est les checksums peut-être des différentes clés publiques qui sont sur l'autre. Et ensuite, on peut voir également qu'il y a un autre script qui a été lancé qui s'appelle SMB OS Discovery qui nous permet de détecter la version du système d'exploitation qui tourne derrière, et ça a été lancé sur les deux ports de Samba. Donc on peut voir que là, on peut voir le domain name, c'est hackthebox.gr, ok. SMB Security Mode, on peut avoir des informations supplémentaires par rapport au Samba. Donc on peut voir que le système d'exploitation, c'est bien du Unix, Samba Debian. Donc on ne sait toujours pas si c'est vraiment du Debian ou de l'Ubuntu, mais on sait que c'est du Linux. Donc ça nous donne beaucoup plus d'informations. Si jamais on veut lancer qu'un script en particulier, on va faire option -script est égal le nom du script. Ici, par exemple, si je veux lancer uniquement les FTP anon, je vais le spécifier ici, FTP anon. Si je relance ça, normalement, ça va me refaire exactement la même chose, sauf que ici, je ne vais pas avoir le SSH Husky, je ne vais pas avoir tout ce qui est par rapport à SMB, je vais avoir uniquement le résultat du FTP anon. On verra ensuite où se situent tous les scripts NSE qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir lister. Donc, normalement, ils sont fournis dans le même répertoire d'installation de Nmap. On va pouvoir voir ça juste après, en attendant que la commande se termine. Donc ça va prendre normalement un petit peu moins de temps. Là, ça avait pris 73 secondes, donc un peu plus d'une minute. Normalement, ça devrait prendre beaucoup moins de temps, voilà. Et on peut voir que effectivement, ici, quand on a spécifié qu'un seul script, il n'y a que ce script-là qui a été exécuté. Anonymous FTP Login Allowed. Ok. Maintenant, si vous vous dites, ok, j'aimerais lancer des scans, enfin des scripts un peu plus précis, mais je ne connais pas le nom des scripts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande locate, et on va dire, donc je veux que tu me localises au niveau du file system tous les scripts, donc peu importe le nom, qui se terminent par .nse. Les .nse, ce sont les scripts Nmap qu'on va pouvoir lancer. Donc là, si j'exécute cette commande-là, on peut voir que tous les scripts
se situe dans User Share Nmap Script. Donc si on se rend là-dedans, hop, je vais faire un CD, je vais dedans, un ls, on peut là, et là du coup on retrouve tous les scripts avec leurs noms qui sont disponibles. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de choses avec HTTP. On va pouvoir retrouver, si on cherche un petit peu, notre fameux FTP Anon, voilà, FTP anon.nse. Donc on peut voir qu'en fait le nom, c'est le nom, donc le nom du script, c'est le nom qu'on a utilisé dans Nmap sans le .nse. Donc si on veut lancer un autre truc par rapport à FTP, on va utiliser par exemple FTP-brut en précisant "-script sans mettre le .nse. À savoir aussi, alors là je ne l'ai pas noté et je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais certains scripts nécessitent d'exécuter des arguments avec. C'est-à-dire que là, le FTP Anon, il se lance comme ça par défaut, sans avoir besoin de rien spécifier. Mais l'option FTP-brut, on va devoir lui fournir une word list, ou un username au moins, et une autre word list pour le mot de passe, ou bien spécifier un mot de passe. C'est-à-dire que pour lancer, ça c'est un script qui permet de brute forcer soit un login, soit un mot de passe, soit les deux par rapport à FTP. On va devoir lui spécifier un port précis. Alors, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Si on cherche par exemple sur Internet Nmap FTP brut arguments, je pense qu'on devrait trouver voilà, FTP brut NSE script. Là, ça nous explique, voilà. En plus, on a même sur la documentation NSE de Nmap, là, il nous explique comment utiliser ça. Donc, "-script avec le nom du script. Donc là, par défaut, ça va tenter des choses classiques, mais on peut spécifier également des arguments. Donc, passe DB pour spécifier une word list de mot de passe. On peut spécifier aussi, alors je sais pas également, brut create file. Voilà, donc là, il faudrait regarder la documentation, il nous renvoie vers d'autres choses. Les arguments de script qu'on peut passer, j'imagine qu'il y a des exemples aussi tout en bas. Voilà, donc ça, on en parlera un peu plus dans la prochaine vidéo lorsqu'on parlera principalement des scripts NSE. Mais vous voyez que il y a beaucoup de documentation, c'est assez fourni et on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec Nmap, c'est vraiment très puissant. Maintenant qu'on a vu par rapport à ça, il y a une dernière petite option. Alors, je vais retourner hop, où j'étais avant. Une dernière petite option qui peut être intéressante avec Nmap, c'est l'option traceroute. Alors, traceroute, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va nous permettre de savoir vers quel routeur, par quel routeur, en fait, les paquets passent, pour faire très large. Donc, ça sert pas tellement, surtout pour du debug, pour savoir si jamais on fait un scan sur Internet et que ça passe pas à un endroit, pour faire du debug réseau, ça peut nous permettre de savoir où est-ce que nos paquets sont drop, où est-ce que nos paquets n'arrivent pas à passer. Donc, le traceroute, c'est une option. Pourquoi je parle de traceroute si c'est pas très utile? Parce qu'en fait, vous allez voir juste après, on va voir l'option "-a". Voilà, donc là, on peut voir que le traceroute, ça nous donne toutes les adresses par lesquelles nos paquets passent. Donc, ça passe par le 10.10.14.1. Qu'est-ce que c'est? Si je fais un IP-CA, vu que je suis connecté à mon VPN, enfin à mon VPN, au VPN Hack the Box, on peut voir que j'ai l'adresse IP du VPN 10.10.10, enfin 10.10.14.5, et que en fait l'adresse de la passerelle par défaut du VPN, c'est .1. Et du coup, bah, effectivement, quand ça sort du réseau via le VPN, ça passe par la passerelle par défaut qui est le 10.10.14.1. Donc on voit qu'effectivement, traceroute, nos paquets passent par là. Et ensuite, ils arrivent directement à la machine, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Si jamais le traceroute ne passait pas et qu'ici, par exemple, on avait plein d'étoiles, ou alors ici, qu'on n'avait pas d'informations, bah, pour des bugs, ça aurait voulu dire que potentiellement, en fait, il y a un problème par rapport à notre VPN et que nos paquets n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à passer par le VPN. Et là, on aurait pu débugger. Donc le traceroute, bon, c'est une information en plus, mais c'est pas vraiment très, très pertinent. Et pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, quand on utilise l'option "-a de Nmap, c'est ce que ça fait. En fait, l'option "-a de Nmap, si je l'utilise, je vais remettre le "-f". En fait, si je fais, je vais plutôt faire ça, "-a", en fait, c'est égal à "-s V, donc la version. Le A, ça veut dire aggressive mode. Donc quand on fait un "-a", en fait, c'est un alias, comme si on faisait le "-s V pour les versions, le "-s pour envoyer, enfin, exécuter les scripts les plus communs sur les ports qui sont ouverts, le
traceroute, donc ça fait également un traceroute, et ça fait un tiret grand O également pour détecter la version de l'OS. Donc quand on fait un tiret grand A, en fait, c'est exactement comme si on ajoutait ça à d'autres commandes. Donc c'est encore un alias pour aller plus vite. Si on cherche option tiret grand A, alors je ne sais plus également, version détection, est-ce qu'on le voit quelque part? Sinon on peut chercher directement, parce qu'en fait la documentation est vraiment, vraiment très fournie, donc pour s'y retrouver des fois c'est un peu compliqué. Si on cherche Nmap, aggressive mode, voilà, l'option tiret grand A, on peut voir que voilà, c'est Aurélie, mais voilà, on peut nous dire que ça fait le tiret grand O, -SV, -SC et traceroute. Si on veut aller sur la documentation officielle, voilà, donc option par défaut, aggressive mode, on nous dit que effectivement, ça fait le tiret grand O, le -SV, -SC et le traceroute. Et on nous donne des informations supplémentaires, mais c'est la chose la plus importante à retenir. Donc on peut utiliser l'option -A, c'est pas très optimisé, pourquoi? Parce qu'en fait ça fait un traceroute et un -O pour lesquels ça prend pas mal de temps et on n'est pas forcément, enfin c'est pas forcément très utile de le faire. Mais en tout cas pour aller plus vite on peut mettre le -A. Comme ça vous savez que ça existe, on peut le lancer, vous allez voir que ça risque de prendre du temps, mais normalement il y a le traceroute qui va être lancé, il va y avoir la version qui va être affichée, il va y avoir le système d'exploitation, tout ça. Ok, donc là on a fait à peu près le tour, je pense, de ce que je voulais. Il y a les options de template, enfin des templates de timing. Si on cherche également sur la documentation de Nmap, si on cherche Nmap timing templates, c'est les grands T. Les grands T, des fois vous avez déjà vu marqué, par exemple -T4, -T5. En fait, ça va spécifier, pareil, c'est des arguments. On pourrait exécuter ceci à la main, rajouter ceci à la main, rajouter ceci à la main. En fait, on pourrait tout rajouter à la main, mais il y a des templates en fait qui vont set des valeurs par défaut pour éviter d'avoir une commande Nmap ultra longue et de tout taper à la main. Donc là, par exemple, le -0 qui est nommé paranoïde, en fait, ça va set le minimum RTT timeout à 100 millisecondes, le max RTT timeout à 5 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut voir qu'en fait, plus on monte au numéro, plus le scan est agressif. C'est-à-dire qu'ici, au début, on va faire, là il y a un scan delay qui est affiché, ça veut dire que là on va faire un scan, on va scanner un port toutes les 5 minutes. Donc c'est vraiment en mode, comme ils disent, paranoïde, paranoïaque plutôt en français. Paranoïaque, c'est-à-dire que là, si vraiment on ne peut pas se faire détecter par le système en face, on va faire un scan d'un port toutes les 5 minutes. Donc c'est vraiment très long, mais au moins on est presque sûr de ne pas se faire détecter, parce que 5 minutes, un scan dans le flow de log qui arrive directement, par exemple au SOC, pour détecter un scan toutes les 5 minutes, bonne chance. Sauf s'il y a des patterns qui sont utilisés, et si on voit qu'un scan est fait enfin il y a un port toutes les 5 minutes, j'imagine qu'il y a quand même des règles de détection qui peuvent être mises en place pour détecter ça, mais voilà. Alors que là, on peut voir que par exemple le insane, ça n'attend pas entre les différents ports, c'est-à-dire que là on va brute force à fond et on est sûr de se faire détecter. Voilà, donc il y a différentes façons, mais on peut voir que le min rate, no minimum rate limit, donc en fait, l'option "-t", ça spécifie certaines options, mais on est quand même obligé, nous, de notre côté, de rajouter le "-min rate si jamais on l'utilise, par exemple avec un T5, parce que en fait, ça, c'est pas 7. Et même si ça brute force pas mal de choses, ça peut ne pas être assez rapide. En fait, le "-t5 tout seul peut être moins rapide. Hop, alors attendez, que je me trompe là, j'ai trop de trucs ouverts. Le "-t5 peut être moins rapide que le "-min-rate 5000 sans spécifier le T5. Voilà. Donc il faut jouer un petit peu avec les options pour voir lequel correspond le mieux à ce qu'on veut faire. Donc là on peut voir que ça a pris déjà beaucoup plus de temps et qu'avec l'option "-A qu'on avait spécifié, donc on a scanné donc "-F, on rappelle pour le top 100, donc ça nous a que les 100 ports les plus communs. Et l'option "-A, on a bien la version, donc ça fait le "-SV, on a bien les scripts, donc ça fait le "-SC, on a bien l'OS scan, donc ça fait bien le "-O, et ça également nous a fait le traceroute, donc le "-traceroute qu'on a utilisé. Autre chose intéressante, donc Nmap, effectivement, quand on le lance, donc on ne va plus lancer ça parce que c'est trop long, quand on lance Nmap, on peut afficher la verbosité. C'est-à-dire qu'on peut lui demander d'afficher plus d'informations que ce qu'il fait normalement. Donc "-V, on peut voir que là, à chaque fois, il nous balance tout ce qu'il a trouvé. Donc là, il ajuste le timeout parce qu'apparemment le paquet n'est pas bon.
Là, il nous dit qu'il a découvert le port 21. Ok, ensuite on a vu qu'il avait découvert le port 22, ainsi de suite. Ok. Donc ça permet d'avoir plus d'output, mais on est un peu submergé quand même. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est l'option "-reason". Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous dire, enfin Nmap va nous dire, ok, pourquoi tel ou tel port est dans cet état. S'il trouve un port ouvert, il va nous dire, ok, le port ouvert, le port 21 est ouvert parce que, et là il nous donne une raison, parce que par exemple il a renvoyé un paquet reset, RST. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'il est ouvert. On peut tenter par rapport à ça, et au niveau du résultat, il va nous expliquer pourquoi tel port est ouvert, pourquoi tel port est filtré. Ça nous permet de débugger un petit peu plus et d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Voilà, par exemple, ici, on peut voir que la raison de pourquoi le port 21 est ouvert, c'est que on a reçu un SYN ACK avec un TTL de 63. Et ça signifie que le port est ouvert, ainsi de suite. Ici, il y a 96 ports qui sont fermés, en tout cas filtrés. Pourquoi? Parce qu'on n'a eu aucune réponse. Voilà, donc là, la reason, ça nous permet de spécifier un petit peu pourquoi, alors attendez, je me suis planté, pourquoi tel ou tel service est ouvert ou fermé. Chose intéressante également, c'est que il y a sur la documentation officielle, on peut aller sur le lien suivant, hop, et ça va nous dire port scanning basics. Là, il nous répète que par défaut, là, juste la commande nmap avec la target, ça scanne les 1000 ports les plus communs. Et on nous dit que les ports peuvent avoir 6 états différents. Soit open, dans ce cas-là c'est ouvert, soit fermé, donc dans ce cas-là le port est accessible mais il n'y a rien qui tombe dessus, soit le port est filtré, c'est-à-dire que Nmap n'arrive pas à déterminer si le port est ouvert mais qu'il y a dessus du filtre qui évite justement de se connecter dessus, soit le port est unfiltered, c'est-à-dire que le port est accessible, mais Nmap n'est pas capable de déterminer si le port est ouvert ou fermé, donc il ne sait pas trop. Là, il y a un autre port, soit c'est open, soit c'est filtered, ou soit c'est closed filtered. Okay. Donc là, on peut voir un peu plus les informations, ça nous donne un peu plus de choix, de voir comment ça fonctionne. Chose intéressante pour laquelle on n'a pas parlé, les outputs. Alors, il y a la version brute de décoffrage, où en mode, on va juste balancer ça comme ça, hop, reason, on va tout redirect vers un fichier, donc par exemple nmap.txt. Bon, ça c'est un peu la façon moche de faire, mais ça fonctionne, en tout cas on a les informations. Mais Nmap propose également différentes options pour faire de l'output. Soit on peut utiliser l'option tirer grand, enfin tirer petit o grand N. Donc tirer petit o grand N, qu'est-ce que c'est? C'est l'option par défaut en fait quand on n'utilise rien, c'est que ça va afficher directement dans notre terminal. Ok. On a l'option tirer petit o grand S. Là, c'est l'option script script. Alors, ça sert un peu à rien, c'est juste drôle. On peut voir qu'il modifie, par exemple, le S, il va mettre un dollar à la place. Le E, il va remplacer par un 3. Le 0 par un. Enfin, le O par un 0. Il va mettre des minuscules, des majuscules. Donc voilà, on peut l'enregistrer, c'est pas très important. Enfin, oui, on l'utilise très rarement, je vais pas vous mentir. Truc très intéressant, c'est qu'également, on peut l'enregistrer au format XML. Alors, vous remarquerez que -OX, à chaque fois quand on spécifie une output, une option d'output, si on met le tiret, ça veut dire que ça va l'afficher dans le terminal. Mais on peut également spécifier un fichier. Là, si je fais cat nmap, on peut voir que c'est exactement ce qui s'affiche, starting machin milieu local. Maintenant, je rm nmap, je vais relancer le scan, sauf que cette fois-ci, hop, toujours tirer grand F, sauf que cette fois-ci, je vais dire, ok, tirer O grand X, je veux que tu enregistres les résultats de Nmap dans un fichier qui s'appelle par exemple nmap underscore xml.txt, ou alors on aurait pu mettre .xml justement, mais bon, ouais, c'est pas trop d'importance. Donc ça, on va lancer ça et on va voir une fois que ça se sera terminé, on aura l'output en format XML. Donc des fois, pour importer des données dans différents outils, ça peut être pratique. Donc là, c'était le XML. On peut également utiliser le grepable output. Ça, c'est vraiment intéressant aussi, c'est que ça va nous sortir Nmap d'une manière sur la même ligne.
avec des slash, des anti-slash, des choses comme ça. Et en fait, ça va nous permettre, d'une manière beaucoup plus simple, d'utiliser du grep dessus ensuite. Voilà, donc là, il nous donne des exemples. On va pouvoir utiliser du grep pour n'afficher que certaines informations. Bon. Et ça, je ne vais pas vous mentir que j'ai jamais trop utilisé. Si on cat nmap XML, on peut voir que bah, effectivement c'est du XML et ensuite potentiellement ça peut être importé dans des outils à interface graphique pour visualiser le scan nmap mais de manière beaucoup plus visuelle en cliquant avec des liens pour voir les ports ouverts, tout ça avec des couleurs et tout. Mais voilà, principalement, en vrai je ne vais pas vous mentir que juste l'affichage dans le terminal ou bien une redirection, ça suffit largement pour avoir un résultat cohérent qui nous intéresse. Maintenant, on va passer à un exemple de scan avec Wireshark et on va voir comment ça se passe et avec les différentes options qu'on a utilisées précédemment. Donc on se retrouve une fois que tout est setup. Ok, on se retrouve maintenant sur Wireshark. Alors vous voyez, j'ai lancé une capture sur le Tune 0. Tune 0 pourquoi? Parce que si je fais un IP-CA, on peut voir que moi, mon VPN est sur mon interface Tune 0. Donc, voilà. Si je lance par exemple un ping C2 pour envoyer deux requêtes ICMP vers 10, 10, 10, 10, 3 vers la machine, donc 1, 2. Si je vais sur mon Wireshark, on peut voir que j'ai une request de ma machine vers la target, une réponse, une autre request, une autre réponse. Donc ça fonctionne, on est bon. Maintenant, si je veux lancer mon nmap, alors ça, je vais relancer. Voilà, je vais relancer pour vider le bordel. Maintenant, on dit que, ok, je fais un scan nmap classique, donc tirer petit s grand S sur le 10, 10, 10, 3. Et je ne scanne que le port 21. Ok. Si je lance ça, donc nmap va se lancer de manière classique, il nous ressort la solution, on est bon. Si je vais voir à quoi correspond maintenant mon résultat sur Wireshark, on peut voir qu'au début, il y a une requête ping. Comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, nmap, avant de faire un scan, il va essayer de déterminer avec des paquets ICMP que la target est bien up, est bien accessible avant de lancer des scans dessus. On avait vu que pour annuler ça, c'est l'option "-pn". Mais avant de relancer, on va voir un peu plus après. Donc là, le ICMP qui est envoyé, qui est reçu, c'est nmap qui essaie de détecter si la machine est présente ou pas. Là, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est ok, oh là, il y a du 443 et du 80. Pourquoi il essaye de target le 443 et le 80? Parce que là, on a spécifié que le port 21. En fait, nmap, quand il tente de détecter si la machine est up ou pas, il va à la fois faire un ping et à la fois essayer de contacter les serveurs web, parce que c'est les serveurs qui sont vraiment le plus, la plupart du temps up sur une machine. Je pense que le port le plus présent, c'est vraiment le port 80. Alors il peut y avoir du port 443, SSH, tout ça, mais vraiment je pense que le port 80 et 443, c'est vraiment les deux les plus présents. Donc Nmap va utiliser différentes techniques pour vérifier que Lost est bien up. Et ensuite, on peut voir que il y a le scan sur le port 21, donc de ma machine vers la target. On peut voir que donc ma machine, elle part d'un port random, qui est le 45116, vers le port 21. Donc on va check si le port 21. Là, on voit le début du three-way handshake du protocole TCP. Donc le signe qui est envoyé, le serveur, donc le point 3, nous renvoie depuis son port 21 un SYN ACK. SYN ACK, on avait vu, si on avait utilisé le "-reason au niveau de nmap, ça signifie que le port est ouvert. Donc on sait que le port est ouvert. Et ensuite, nous, on lui renvoie un paquet RST, reset, pour dire, ok, bah en fait, annule la connexion, je veux pas faire le full three-way handshake, donc ça m'intéresse pas, voilà, terminé. Maintenant, on va relancer la capture, mais en spécifiant le "-pn, pour dire à nmap, je ne veux pas que tu fasses de ping, je ne veux pas que tu détectes si la machine en face est up, je sais qu'elle l'est, donc tu vas me faire ça comme ça. On regarde, l'autre est up, effectivement, parce qu'on a quand même réussi à faire un scan. Et si on regarde là, hop, tout ce qui était le scan sur le port 80, le port 443, ainsi que tout ce qui était les paquets ICMP ont disparu, parce que il ne détecte plus, il ne tente plus de détecter si la machine est up. Il considère qu'elle est directement up. Et là, on récupère uniquement le port, enfin les scans de port qui nous intéressaient, donc le petit s grand S, qui est le SYN ACK. On sait que c'est up, donc on reset et on est bon. Donc vous voyez que avec les différentes options qu'on utilise, là Wireshark nous permet de vraiment bien comprendre quels paquets sont vraiment envoyés.
Donc là, on a fait l'option avec le petit petit S grand S, PN machin bidule. Mais on va essayer avec, par exemple, le -T, -ST pour voir quels sont les paquets qui sont envoyés. Hop, je reset ça. On retourne sur Nmap, on envoie le ST. Et si on retourne, alors attendez, hop, si on retourne sur notre Wireshark, on peut voir que cette fois-ci, ah, ça a un petit peu changé. Pourquoi? Parce que là, on refait notre three-way handshake, sauf que là, on va au bout. Pourquoi? Parce que là, on avait le SYN, ok? SYN hack. Là, en théorie, on est déjà au courant que la target, enfin le port de la target existe. Parce qu'on sait que le SYN hack, en réponse à un three-way handshake, ça veut dire qu'il est présent, qu'il existe, qu'il est ouvert. Et en fait, là, sur le tiré petit s grand S, on s'arrêtait ici. Sauf que là, comme le tiré ST, c'est un TCP connect, on va faire le full three-way handshake. Et comme on n'a pas les droits, en tout cas, quand on utilise le tiré ST, c'est que souvent on n'a pas les droits de route, on ne va pas pouvoir craft des paquets, des raw packets, des raw sockets. Donc on va utiliser ce qui nous est fourni par défaut par les sockets, c'est-à-dire le three-way handshake complet. Et dans ce cas-là, on peut voir que le SYN hack, le hack, donc là on renvoie un accusé de réception qui est la finalité de three-way handshake. Et une fois qu'on a ça, on lui renvoie ensuite une connexion en mode, enfin une autre réponse en mode reset, je ne veux plus que on soit connecté ensemble, on se désynchronise, on se déconnecte. Mais on peut voir que ça, en tout cas, ce scan-là est déjà 2 fois plus long que l'autre parce qu'on envoie 2 paquets en plus qui ne sont pas nécessaires. Alors un paquet, parce que oui, le reset est quand même envoyé dans l'autre, mais voilà, on peut voir que celui-là déjà est plus long, donc un petit peu moins optimisé. Donc on va s'arrêter là, mais je vous invite quand même à aller jeter un œil aux différentes options de Nmap et également à vous amuser avec Wireshark. Donc par exemple, qu'est-ce que ça ferait si on lance un tiré haut, un tiré traceroute? Tirer traceroute dessus. Alors on va pas analyser, mais je vais juste vous montrer la tête que ça peut avoir. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont envoyées et ça va vous permettre d'analyser un peu plus. Là il y a des paquets CMP qui sont envoyés. Voilà, il y a des tests et des resets. Donc il y a beaucoup plus de choses qui sont envoyées pour détecter si quel est le type de l'OS et le traceroute. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La deuxième partie arrivera je ne sais pas quand, mais on parlera des scripts NSE et on créera le nôtre. On va voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses dans les commentaires. Je pense que j'en aurais oublié, hein. Je ne peux pas passer sur toutes les options. Pareil, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, c'est toujours cool. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.